Il y avait au vieux pays de Tchou un marchand qui commerçait au loin, laissant sa femme seule. Elle en était réduite à avoir des rapports intimes en rêve. Une nuit, réveillée en sursaut, elle palpa son partenaire, un mari tout petit. À son comportement, qui n'était pas celui d'une créature humaine, elle comprit que c'était un renard. Le lendemain soir, elle invita la cuisinière, une femme âgée, à partager sa couche. Elle fit aussi coucher auprès d'elle son fils, un garçon de 10 ans qui dormait habituellement dans un lit séparé. La nuit avancée, la vieille et l'enfant étant l'un et l'autre endormis, le goupil revint. La femme se mit à marmonner, comme on parle en rêve, et finit par réveiller la vieille servante. Elle appela sa maîtresse à hauts cris. Le renard déguerpit. Mais l'épouse du marchand gardait dès lors l'air absent d'une personne en manque. Le soir suivant, elle n'osa pas souffler les chandelles et mit son fils en garde, le priant de ne pas s'endormir trop profondément. Comme la nuit pâlissait, l'enfant et la vieille s'accordèrent un petit somme, appuyés contre le mur. À leur réveil, elle n'était plus là. Ils pensèrent qu'elle était sortie pour soulager un besoin pressant et attendirent, fort longtemps à ce qu'il leur semblait. Elle ne revenait toujours pas. Ils commençaient à s'inquiéter sérieusement. La servante, apeurée, n'osait sortir à la recherche de sa maîtresse. Ce fut l'enfant qui s'arma d'une lumière pour explorer tous les recoins de la maison. Il finit par retrouver sa mère toute nue, couchée dans une autre pièce. Il s'approcha pour l'aider à se relever, sans que la pudeur lui fît esquisser le moindre mouvement de recul. L'épouse du marchand était devenue folle. Elle chantait, pleurait, criait, déversait des jurons et se comportait de 1000 autres étranges façons. La nuit, elle ne supportait plus personne dans son lit, faisait coucher son fils à part et renvoyait la vieille servante. Chaque fois qu'il l'entendait rire ou parler toute seule, l'enfant se levait pour rallumer et se faisait rembarrer par sa mère en colère. Tous admiraient le courage du petit garçon, qui ne s'en formalisait guère. Il n'y avait toutefois plus de limite à ses jeux et caprices. Le garçon s'activait dans la journée à jouer au maçon, empilant briques et mortiers aux fenêtres, refusant d'obtempérer quand on tentait de l'en empêcher. Pour peu qu'un importun lui en enlevât une, il se roulait par terre en piquant une crise d'enfant gâté. Aussi, plus personne n'osait-il provoquer ces accès de mauvaise humeur. En quelques jours, les 2 ouvertures de la chambre à coucher furent complètement obstruées, ne laissant plus filtrer la moindre lumière. Ceci fait, l'enfant s'employa à boucher les fissures des murs en malaxant de la glaise. Il s'activait toute la journée sans ménager sa peine. Le travail terminé, il ne trouvait rien de mieux à faire qu'à irriter les oreilles des uns et des autres par le crissement des couteaux de cuisine qu'il se faisait un devoir d'affûter. On commençait à le trouver insupportable. La nuit venue, le gosse glissa discrètement une lame sous le revers de son vêtement, couvrit sa lampe d'une moitié de calebasse et attendit. Dès que sa mère se mit à parler comme en rêve, il dégagea la lumière de sa lampe, obstrua la sortie et poussa de hauts cris. Rien de particulier ne se produisit. De guerre lasse, le garçon abandonna son poste à la porte et fit mine de se préparer à une fouille systématique. Soudain surgit une créature qui ressemblait à un blaireau ou à un renard. Au moment où elle se précipitait vers la fente de la porte, il abattit son couteau, ne parvenant qu'à couper un bout de queue de 2 pouces tout au plus, dégoulinant de sang frais. L'enfant s'était fait copieusement injurier par sa mère lorsqu'il avait découvert la lumière, mais il n'y avait prêté aucune attention. Il se recoucha en regrettant d'avoir manqué l'intrus, mais s'en consola à la pensée que l'amant de sa mère, qu'il n'avait pu tuer sur le coup, ne serait peut-être plus tenté de revenir. Lorsque le jour parut, il constata que les traces de sang dépassaient le mur d'enceinte et le conduisaient du côté du jardin des Reux.
le fils eut lieu de se réjouir intérieurement, car rien ne se produisit la nuit suivante. Le marchand fut bientôt de retour, mais quand il s'approcha de la couche de sa femme pour prendre des nouvelles de sa santé, il fut traité en ennemi, accueilli par des insultes et des malédictions. L'enfant mit son père au courant de la situation. Alarmé, celui-ci fit venir un médecin qui prescrivit une médication. Elle renversait les potions et maudissait ceux qui essayaient de la soigner. Il fallut dissimuler les remèdes dans la soupe et les mélanger au mets à son insu, pour obtenir une amélioration sensible, dont le père comme le fils se réjouirent. Une nuit, ils se réveillèrent pour s'apercevoir qu'elle n'était plus dans sa chambre habituelle. Ils la retrouvèrent dans une autre pièce. Dès lors, les accès de folie reprirent de plus belle. Elle se refusait à partager la chambre de son mari, se précipitait le soir vers l'autre pièce et injuriait copieusement ceux qui cherchaient à la retenir. Impuissant, le maître de maison fit fermer les vantaux des portes. Mais elle s'ouvrait toute seule dès que la folle s'y précipitait. Le pauvre homme se désolait. Il eut recours aux cérémonies d'exorcisme les plus élaborées, mais chaque fois sans obtenir le moindre résultat. Un soir, au crépuscule, l'enfant se glissa dans le jardin des reux et se cacha dans un buisson en vue de repérer la tanière des renards. La lune venait de se lever lorsqu'il entendit des bruits de voix. Écartant doucement la végétation, il vit deux personnages qui venaient de trinquer. Un serviteur à longue barbe, en robe vieux Havane, leur servait à boire. Et chuchotait si bas que l'on ne distinguait qu'à peine le sens de leurs paroles. Il entendit cependant l'un d'eux dire, un moment plus tard, « Apporte-moi demain une jarre de vin blanc. » Peu après, les deux convives repartaient, laissant seul le barbu qui retira son vêtement et se coucha sur une dalle de la cour. En l'observant avec attention, on remarquait qu'une queue lui pendait par derrière, bien qu'il fût par ailleurs d'une conformation parfaitement humaine. L'enfant avait bien envie de rentrer, mais il resta tapi dans sa cachette toute la nuit, de peur que le renard ne l'aperçût. Il ne put s'en retourner, un peu avant l'aube, que lorsqu'il entendit les deux personnages revenir l'un après l'autre en marmonnant dans la bambouseraie. À son père qui lui demandait où il avait été, il répondit « J'ai passé la nuit chez tonton. » Un jour qu'il avait suivi son père au marché, le petit garçon aperçut une queue de renard qui pendait chez un chapelier, et le pria de la lui acheter. Comme le père ne lui prêtait pas attention, l'enfant le tira par les vêtements et lui en rebattit les oreilles avec une si touchante insistance qu'il finit par céder, n'ayant pas le cœur à s'entêter dans son refus. Un autre jour, alors qu'il jouait près de son père occupé à son commerce, le petit garçon profita de son inattention pour voler de l'argent, s'esquiver et acheter du vin blanc qu'il laissa au cellier du marchand. Puis, comme il avait en ville un oncle maternel qui vivait de la chasse, il courut chez lui. Ce dernier était absent, mais comme sa tante lui demandait des nouvelles de la santé de sa mère, l'enfant répondit « Elle allait plutôt mieux ces derniers temps, mais les souris lui ont rongé un vêtement. Elle a piqué une crise de nerfs et de larmes dont elle n'est pas encore remise, et m'envoie quérir de la mort au rat. » La tante fouilla dans ses casiers et en sortit quelques grammes qu'elle enveloppa et lui confia. Il craignait que ce ne soit trop peu. Comme la tante était allée lui préparer des nouilles, il profita de son absence pour se servir, en prit une pleine poignée qu'il mit dans le paquet
et glissa dans son vêtement sur la poitrine. Puis il courut prévenir sa tante qu'il était inutile d'allumer le feu. « Père m'attend au marché. Je n'aurai pas le temps de les manger. » Il sortit aussitôt mettre subrepticement le poison dans le vin. Il ne rentra qu'au crépuscule, après s'être beaucoup promené au marché. Il prétendit être resté chez son oncle maternel quand son père lui demanda où il avait passé la journée. L'enfant fit dès lors quotidiennement les 100 pas dans le quartier commerçant et finit par reconnaître dans la foule l'homme à la longue barbe. Après s'être assuré qu'il s'agissait de celui de la fameuse nuit, l'enfant le fila discrètement et en vint à engager la conversation. Il lui demanda où il habitait. « À Beitzun, le village du Nord. » fut la réponse. Quand l'homme l'interrogea à son tour, il mentit. « Dans une grotte de la montagne. » Devant l'étonnement du barbu, il se mit à rire. « Nous habitons des grottes depuis des générations, nous autres. N'est-ce pas aussi votre cas? » De plus en plus troublé, l'homme à barbe s'enquit de son nom. « Je suis le fils d'un dénommé Goupil, » répondit-il. « Je vous ai vu chez les Reux, au service de 2 messieurs. L'auriez-vous donc oublié? » L'homme se mit à dévisager l'enfant avec un soin redoublé. Il semblait avoir peine à le croire. Le garçon entr'ouvrit son habit, sous lequel dépassait un petit bout de sa fausse queue, et ajouta d'un air chagrin. « Nous autres, nous sommes habiles à nous mêler aux humains, mais quel dommage de ne pouvoir nous débarrasser de ça. »« Qu'est-ce que tu es venu faire au marché? »« Père m'a envoyé chercher du vin. » Le barbu répliqua qu'il venait dans la même intention. « C'est fait? » demanda le petit garçon. « Nous sommes si pauvres qu'il nous faut le plus souvent voler. La corvée devient alors pénible et dangereuse. Quand le maître t'envoie, comment se dérober? Qui est votre patron? Tiens, les 2 frères que tu as vus l'autre fois. L'un est l'amant d'une certaine dame Wang du faubourg Nord. L'autre habite un village à l'est, chez un vieux dont le fils est une peste. Et s'est fait dernièrement couper la queue par ce garnement. Il en a eu pour 10 jours. Il a maintenant repris ses visites chez sa dame. » Sur le point de prendre congé, il ajouta. « Ne te mêle pas de nos affaires. »« Voler est plus difficile qu'acheter, » rappela l'enfant. « J'ai laissé au cellier de la boutique ce que j'avais acheté d'avance. Je vous l'offre avec mes respects, quitte à m'en procurer une autre jarre. J'ai assez d'argent dans ma bourse pour ne pas avoir de soucis à ce sujet. » Comme l'homme semblait fort gêné de ne pouvoir le dédommager, le gosse ajouta. « Pour nous autres, entre gens de la même espèce, c'est bien peu de choses. Il nous reste à boire un bon coup à la prochaine occasion. » Sur ce, ils firent ensemble un bout de chemin. Le garçon lui remit la jarre et rentra se coucher. Cette nuit-là, sa mère connut enfin un sommeil paisible et ne chercha pas à fuir la chambre. Sûr de ce qui avait dû se passer, il en parla à son père et tous deux se rendirent sur le terrain vérifier. 2 renards étaient morts dans le kiosque du jardin. Un 3e gisait sans vie dans l'herbe. De sa gueule, du sang continuait à perler. La jarre était encore là. Il la saisit et la secoua. Elle n'était même pas vide. « Pourquoi ne pas m'avoir mis au courant plus tôt ?» demanda le père. « Il n'y a pas de créature plus futée que le renard. La moindre indiscrétion les aurait mis au parfum. »« Mon fils, il n'est plus merveilleux stratège que toi dans la lutte contre les goupils, » s'exclama joyeusement le marchand. Rentrés les renards à l'épaule, ils constatèrent que celui à la queue coupée portait la marque manifeste d'un coup de couteau. Dès lors, le calme se rétablit, mais l'épouse du marchand maigrit terriblement en recouvrant progressivement ses esprits. Toutefois, après avoir beaucoup toussé et rendu des pintes de flegme, elle se rétablit. La dame Wang du faubourg Nord avait bien été possédée par des renards.
Lorsque le marchand et son fils eurent de ces nouvelles, ils avaient cessé leur persécution et elle aussi s'était rétablie. Le marchand éprouva dès lors une grande admiration pour son fils, lui fit enseigner l'équitation et le tir à l'arc, ce qui lui valut de parvenir au plus haut grade dans l'armée.